Hello, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation budget où je vous explique comment on gère nos entrées d'argent. Moi, c'est Leïla, mon compte premier mois budget. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Insta premier mois. Je sais que c'est beaucoup plus facile de parler là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, même si je réponds à tous les commentaires. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment on gère nos entrées d'argent. Alors, pour rappel, nous on est une famille de 4, donc mon mari et moi-même. On a 2 bébés, un de 4 mois, l'autre de 2 ans, un chien et un chat. On est mariés, on vit dans le sud de la France, pas loin de Toulouse. On est propriétaire d'une petite maison de 90 mètres carrés. Et chez nous, c'est papa au foyer et c'est maman qui travaille. Je sais que c'est peu commun. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on gère nos entrées d'argent. Donc nous, on a eu plusieurs étapes. Donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On est jeunes, je sais, on a 26 ans. Donc on est ensemble depuis qu'on a 16 ans. Donc on a vraiment tout vécu niveau salaire, dans le sens où mon mari a commencé à travailler avant moi. Moi, je faisais mes études, donc je suis infirmière. Du coup, il avait déjà des revenus. Ensuite, on a habité ensemble. C'était vers la fin de mes études. Donc, pendant mes études, je travaillais en tant qu'aide-soignante. Les week-ends, jours fériés, je faisais même des fois des nuits entre mes jours d'école. Et j'avais aussi les bourses, donc j'avais des petits revenus. Lui était toujours dans la même entreprise. Ensuite, j'ai été diplômée en tant qu'infirmière. J'ai été dans un premier emploi. Bon, j'ai un petit peu navigué. Et là, maintenant, je suis au bloc opératoire. Donc, mon salaire a augmenté au fil du temps. Et mon mari, lui, a décidé de faire une reconversion professionnelle. Ça faisait plusieurs années qu'il en avait marre. Je lui ai dit, il y en a marre de faire un travail qui te convient pas. C'était un travail qui était pas épanouissant. C'était un travail où il avait pas forcément d'affinité avec ses collègues. Il avait lié quelques très belles amitiés, mais sinon, l'ambiance générale était pas bonne. C'était un travail qui, intellectuellement, ça lui convenait pas non plus. Il y avait pas besoin de réfléchir. C'était plutôt style usine. En fait, il devait faire des centaines de fois la même tâche, puis des centaines de fois une autre tâche, puis des centaines de fois une autre tâche pour la fabrication d'un appareil. Bon, bref. Donc, ça faisait plusieurs années vraiment qu'il me disait que son travail n'était pas épanouissant, qu'il en avait marre, il savait pas quoi faire. Puis, on a eu notre enfant. Suite à un petit problème de mode de garde, et comme les modes de garde, c'est un enfer, en tout cas dans notre secteur, mais je sais que c'est dans beaucoup de secteurs pour trouver que ce soit nounou ou crèche. Donc, ça arrivait à point nommé. Lui avait envie de reconversion professionnelle depuis des années. Je lui disais qu'il fallait qu'il se lance, mais il osait pas. C'était pour lui jamais le bon moment. Et moi, j'avais vraiment à cœur qu'il soit épanoui dans son travail. C'est quelque chose de très important pour moi. Il a été là financièrement pendant mes études. Il a contribué beaucoup plus que moi pendant longtemps. Donc, c'était une façon pour moi de lui rendre l'appareil. Pour moi, il n'y a pas de dépendance financière. Son argent, c'est mon argent et inversement. Donc voilà, c'était le moment de se lancer. Puis, le mode de garde de ma fille qui convenait pas. Donc voilà, il a démissionné de son travail à ce moment-là. Donc, grosse baisse de revenus, vous vous en doutez. Et ensuite, il a peaufiné un petit peu son projet pro. Il allait se lancer. Puis, on a eu notre deuxième enfant. Et donc, il a décidé de rester papa au foyer. Pour lui, c'est quelque chose de très important d'être auprès de ses enfants. Donc, en fait, tout s'est corrélé. Comme je vous ai dit, il en avait marre vraiment de son travail. Il avait à cœur de passer du temps de qualité avec ses enfants. Il voyait que vraiment, notre premier enfant, il le voyait pas assez et il voulait vraiment tout vivre avec le deuxième. Donc, on s'est dit, pourquoi pas sacrifier. Enfin, c'est pas du tout un sacrifice pour nous, mais aux yeux des gens, pourquoi pas sacrifier 2 ou 3 années de salaire pour nos enfants, sachant que à partir de 3 ans, même un petit peu avant, 2 ans et demi, 3 ans, ils vont à l'école et après ils seront à l'école 4 ou 5 jours par semaine pendant 15 ans même. Donc voilà le choix qu'on a fait. Donc c'est un choix qui a été mûrement réfléchi pendant au moins 5 ans. Vraiment, il avait fait un travail alimentaire. Donc, il avait commencé des études, mais qui lui ont pas plu et ses parents pouvaient plus l'assumer financièrement pour qu'il recommence encore une année d'études dans une réorientation. Du coup, c'est pour ça qu'il a fait le choix de travailler. Et ensuite, on lui a rapidement proposé un CDI. Donc voilà, il l'a pris. Le moment aussi de quitter son emploi, ça a été un peu compliqué pour
nos familles, enfin, pas ma famille à moi, mais je veux dire du côté de sa famille, c'était un peu les idées de « Oh, t'es en CDI, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu te poses plus de questions ?» Donc ce temps-là, clairement, il est révolu. C'est vrai que ça, c'est un peu le raisonnement, je trouve, d'une autre génération, mais clairement plus de la nôtre. Enfin, même ma mère qui a 50 ans, elle est plus trop dans ça. Ma mère, elle a fait une reconversion professionnelle, elle est devenue infirmière, elle avait 38 ans. Donc clairement, elle sait ce que c'est de faire un métier qui lui plaît. Donc c'est vrai que du côté de sa famille, les gens se demandaient pourquoi il quittait son travail alors que il avait un CDI. Donc le CDI, clairement, pour beaucoup, c'est vraiment un aboutissement. Enfin, un CDI dans un travail qui plaît pas, ben non, en fait, vaut mieux être en CDD et avoir un bon salaire. Sachant qu'il avait pas un super salaire, il avait un salaire moyen, mais il avait des primes exceptionnelles, enfin des primes d'intéressement et de participation qui étaient vraiment très très grosses. 6 ou 7 000 euros de primes par an. Donc voilà, du coup, lycée, ça faisait assez bon revenu. Et aussi, il faisait du rugby à un bon niveau. Et donc, il avait une rémunération aussi de ce côté-là. Du coup, nos salaires ont vraiment fluctué et toujours, on s'est soutenus mutuellement. Ensuite, quand il y a eu nos enfants, c'est là que vraiment on a pris en main notre budget et on s'est posé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Donc, à ce moment-là, c'est le moment où il y a eu la perte de revenus. Qu'on s'est dit vraiment là, il faut qu'on ait un plan d'action. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé toutes nos dépenses et on a essayé de calculer. Et aussi, c'était pas parce que lui, il a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants que moi, je voulais sacrifier mon temps aussi. Le but, c'était pas que moi, je travaille comme une tarée pour que lui puisse rester à la maison. Le but, c'était qu'on ait tous les deux notre équilibre entre travail et maison et un salaire qui suffit à peine à absorber nos charges fixes. C'est pour ça qu'en fait, on dit qu'on a un budget serré. C'est parce que notre salaire, enfin, nos revenus plutôt, ils s'alignent vraiment avec nos charges fixes. Et c'est pour ça qu'on peut pas mettre de côté plus. Mais pour nous, c'est pas grave dans le sens où la vraie chose importante pour nous, c'est nos enfants. Donc ça, c'est propre à chacun. Je veux pas de personnes qui jugent. Tout le monde fait comme il veut. Il y a des personnes pour qui, donc notamment mon beau-frère. Mon beau-frère, lui, ce qui est important pour lui, et c'est pas un jugement, même si en opposition à notre vie à nous, on peut penser que ça l'est. Mais mon beau-frère, pour lui, ce qui est important, c'est de travailler très très dur pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir offrir ce que ses enfants veulent. Donc, il a un enfant de 12 ans, un enfant de 7 ans. Donc, par exemple, là, cet été, ils vont en vacances en République dominicaine. Pour lui, c'est quelque chose d'important de payer à sa famille, donc sa femme et ses enfants, des vacances très très loin. Donc, en fait, il voit très peu ses enfants. Il travaille tous les jours. Il travaille aussi le samedi, donc son seul jour de repos c'est le dimanche et il est crevé. Ou sinon il a quelques loisirs, donc il va aussi à la chasse. Bon, je suis vraiment pas pour la chasse, mais bon bref, c'est pour l'histoire que je vous dis ça. Donc pour lui, il a besoin de travailler beaucoup pour faire plaisir avec de l'argent à ses enfants et aussi les mettre à l'abri pour plus tard. Donc il investit beaucoup dans l'immobilier, dans plein de choses. Donc ça, c'est sa manière à lui d'utiliser son argent pour sa famille. Donc travailler beaucoup pour gagner beaucoup pour avoir un train de vie plus conséquent et se faire plaisir à ses enfants. Mais il passe pas vraiment de temps de qualité avec ses enfants. Il le reconnaît et ses enfants le disent aussi. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de moyens. Donc on va pas partir en vacances en République dominicaine. Cet été, on partira juste à l'océan. Enfin, je dis juste, mais il y a des gens qui partent pas en vacances. Bon, parce qu'ils en ressentent pas le besoin aussi, mais chacun fait comme il veut. Et du coup, voilà. Nous, notre but, c'est d'avoir juste le minimum d'argent pour subvenir à nos charges et avoir le maximum de temps avec nos enfants. Même si, on est bien d'accord, d'être 100% avec les enfants. Bon, ils ont 2 jours de crèche. Hein. Mon premier enfant a 2 jours de crèche les 2 jours où je travaille. Je travaille que 2 jours par semaine. Et mon autre enfant, qui est encore un peu petit, va les mêmes 2 jours que la demi-journée. Donc mon mari a 2 demi-journées vraiment off. Quoique, il y en a une où il fait les courses. Donc c'est pas vraiment off. Vous savez que à la maison, ça s'arrête jamais. Enfant ou pas enfant, de toute façon, il y a tout le temps des choses à faire à la maison. Du coup, être 100% avec ses enfants, c'est pas que du temps de qualité. C'est aussi des temps qui sont un peu plus compliqués. Mais bon, voilà. C'est le quotidien. C'est ce dont on a envie et besoin pour nos enfants.
et pour nous-mêmes. On sait qu'on le regrettera pas d'avoir des moments plus difficiles où on partira pas en vacances super loin, où on va pas leur acheter des choses hyper chères. Et dans tous les cas, on trouve ça un peu disproportionné pour leur âge. Donc voilà. Notre situation. Du coup, je vous ai préparé la suite parce que vraiment, si j'écris trop, ça vous perd et c'est long après aussi. J'essaie d'accélérer au montage, mais c'est trop long. Donc, comment s'organisent nos entrées d'argent? Du coup, nous, on a le système du pot commun. Donc, pour notre pot commun, on met tous nos revenus à un endroit et on se reverse chacun 200 €. Pour subvenir à nos charges, il nous faut 2 950 € par mois. Donc, en tout, il nous faut 2 950 € plus 2 fois 200 €. Vous ferez le calcul, mais à peu près, c'est ce qu'il nous faut chaque mois. Donc, pour ça, il y a donc papa au foyer qui est en reconversion professionnelle. Donc, il sait chercher un petit moment. Là, il connaît la voie qu'il veut emprunter. Donc, il commence à faire quelques démarches et quelques formations en parallèle. Mais sinon, il est papa au foyer. Pour nous, ça veut dire qu'il est à la maison. Donc, papa au foyer. La CAF, on a, je crois que c'est forfaitaire pour les enfants. C'est 180 € pour le premier, 140 pour le deuxième, je crois. Je sais plus exactement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, on a la CAF comme entrée d'argent et on a mon salaire. Donc, c'est sur ça que je voulais un peu faire la vidéo. Donc, mon salaire, il fluctue beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, mon salaire de base, je gagne 1 500 €. Donc, je suis infirmière à temps partiel. Donc, je suis à 80%. Dans une clinique privée, je travaille au bloc opératoire. Mon salaire de base, c'est 1 500 €. 1 500 €, c'est ce que je touche. Donc, c'est net. À ça, peut ou pas s'ajouter. Donc, on fait des astreintes. Vu que je travaille au bloc opératoire, il y a bien des gens qui se font opérer jour et nuit. Souvent, les interventions qui sont programmées la journée, donc les interventions programmées, si on doit rajouter des urgences entre les interventions programmées, se décalent. Du coup, ça fait qu'on finit plus tard. Ou sinon, on fait nos interventions programmées. Et si c'est des urgences relatives, on les rajoute le soir. Et donc, on peut finir très tard. Donc, je suis à temps partiel. Moi, je travaille 2 jours par semaine. Alors, pour vous expliquer, donc, on peut prendre des astreintes. Donc, pour les astreintes, notre rémunération, on est payé 30% de notre taux horaire quand on est à la maison. C'est des astreintes qui se font à la maison. Ou 200% quand on est sur place. Donc, déplacé, ça s'appelle. Donc, on finit notre journée à 20 h normalement. Si on doit rester 2 heures de plus pour finir les interventions ou pour juste ranger le matériel, faire le ménage, etc., on est payé ces 2 heures en plus à 200%. Et ensuite, le reste de la nuit jusqu'au lendemain matin à 30% de notre taux horaire. Et on fait aussi des week-ends. Donc, moi, j'ai de la chance. Je suis une infirmière qui ne travaille pas les week-ends. On travaille un week-end sur 4 ou sur 5. On va dire un week-end par mois. Et on a une astreinte aussi, une par semaine normalement, pour ceux qui sont à temps plein. Mais moi, vu que je suis à temps partiel, c'est différent. Vu que j'ai repris le travail il y a pas longtemps, pour l'instant, j'ai pris 0 astreinte encore. Mais là, je vais progressivement reprendre des astreintes. Je commence par des week-ends. Donc là, je travaille le 8 et 9 mai, par exemple. Bon, c'est pas un week-end, c'est des jours fériés, mais voilà. Mais sinon, l'infirmier de base dans mon service est à 100%, prend un week-end par mois et une astreinte par semaine. Donc le week-end, c'est l'astreinte aussi. Donc tout est à la maison, est censé être à la maison. Et on revient après, dans la nuit, on peut être appelé parce que il faut reprendre un patient ou il y a une urgence, etc. Bref. Donc, pour vous montrer. Donc par exemple, un week-end. Nous, faire un week-end d'astreinte, on compte 59 heures de travail. Donc, si je passe tout le week-end chez moi, ce qui n'arrive jamais, bien sûr, il y a toujours des interventions à faire le week-end, mais imaginons, si je restais, ça arrive, je veux dire, une fois par an, ça arrive, mais bon. Si je restais tout le week-end à la maison, j'aurais 200 € de rémunération. Parce que, en gros, je connais pas mon taux horaire, désolé, je lis pas vraiment ma feuille de salaire, mais je calcule à peu près que c'est 10 € de l'heure. Je pense que je suis à plus, mais bon. Bref. Donc, à la maison, je serais payé 200 €. Si je me déplace seulement 5 heures dans le week-end, ça me ferait 270 €. Si je me déplace 10 heures dans le week-end, 350 €. Sachant qu'il y a des week-ends où on va se déplacer 20 heures. En soi, 5 heures, c'est une seule intervention. Le temps qu'on y aille. Donc, on est payé à partir du moment où on est appelé. Le temps qu'on aille au travail, qu'on ouvre la salle, qu'on prépare le matériel, qu'on accueille le patient, qu'on l'endorme, qu'on commence l'intervention. Une fois que l'intervention est terminée, il faut qu'on fasse le réveil du patient, le ménage de la salle, qu'on range le matériel
et ensuite on est payé jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Donc c'est pour une seule intervention assez simple, par exemple une appendicectomie, pour ceux qui se sont déjà fait enlever l'appendice, c'est minimum 5 heures. Donc pour peu qu'on ait plusieurs interventions, des fois on vient et le samedi et le dimanche, le vendredi soir on peut finir très tard. Voilà, on est des fois à 20h dans le week-end. Bon, 20h c'est beaucoup, mais bon. Donc voilà, un peu pour vous détailler du coup, donc il faut calculer. C'est pas moi qui le fais ce calcul-là, c'est ma cadre bien sûr. Mais c'était pour vous donner un ordre d'idée. Et je fais aussi donc de l'intérim. L'intérim, je suis payée entre 23 et 25 euros de l'heure, net, et 50 euros de frais de déplacement. Parce que voilà, c'est à 1 heure de chez moi, et donc pour les kilomètres, je suis payée 50 euros. Donc si je fais un jour dans le mois, j'ai à peu près 280 euros. Si je fais 2 jours, j'ai 560. C'est environ, je sais pas exactement, mais voilà. Du coup, mon salaire, il fluctue beaucoup, parce que si je fais mon salaire de base plus, donc là, j'ai pas fait d'astreinte pendant longtemps, un seul jour d'intérim, ça me fait 1780 euros par mois. Donc tout ça, c'est que des exemples. Si je fais un mois avec mon salaire de base plus un seul week-end d'astreinte où je suis tout le week-end à la maison, bon, ça arrive jamais, mais où je suis pas déplacée, je toucherai 1700 euros. Et si je prends mon salaire de base plus, je fais 2 jours d'intérim en plus un week-end d'astreinte où je me déplace un tout petit peu et 2 nuits d'astreinte où la plupart du temps on se déplace pas trop, je suis à 2500 euros. Donc c'est tellement aléatoire. Parce que même, imaginons, je fais un week-end d'astreinte et je vais faire, je sais pas, 25 heures déplacées dans le week-end. Et le mois d'après, je vais faire plein d'astreintes et je vais jamais être déplacée. Donc, ça fluctue vraiment. Plus à mon travail principal. Donc, j'ai une prime de présentéisme qui est de 120 euros tous les 3 mois. Si on n'a pas d'absence, on a 120 euros. Et nous, là où je travaille, on a 3 jours de carence. Donc 3 jours de carence, ça équivaut à un peu plus d'une semaine de salaire. Donc ça fluctue vraiment mon salaire. Donc voilà. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est que tout ce qui est dans mon travail salarié principal, je mets tout dans le pot commun sur le compte joint. Et tout ce qui est de l'intérim, je mets tout dans une enveloppe Lydia. Chaque mois, je fais avec mon salaire de base et selon s'il faut rajouter ou pas, parce que des fois, il faut pas rajouter. Mon salaire de base suffit à répondre à ces besoins-là. Donc, si mon salaire de base suffit, je laisse tout ce qui est de l'intérim dans une enveloppe Lydia intérim. Je le mets en gros ces deux côtés dans cette enveloppe dédiée. Et s'il y a un mois où vraiment je touche pas assez, mettons 1780 euros, c'est pas assez pour subvenir à nos besoins. Là, je prends la somme pour compléter dans l'enveloppe intérim. Donc cette enveloppe, elle fluctue tout le temps. Des fois, il va y avoir beaucoup, mais après, par exemple, là en mai, je fais un seul jour d'intérim. En juin, j'en fais un seul. En juillet, j'en fais un seul. Le mois dernier, j'en ai fait 2. C'est très aléatoire. Et les astreintes, pareil. Là, je travaille le 8 et 9 mai en astreinte. Je fais le samedi 2-3 jours après en astreinte. Et je fais le 15 mai aussi, la nuit d'astreinte. Donc en fait, c'est très aléatoire. Et après, je fais pas d'autres astreintes. Je ferai qu'un week-end d'astreinte en juin. Seulement le week-end en juin. Donc voilà. Donc, tout mon travail salarié dans le pot commun, s'il faut compléter avec l'enveloppe Lydia, et vu que j'ai des frais de déplacement qui sont de 50 euros, et que j'ai une enveloppe carburant qui est vraiment calibrée que pour nos déplacements sur place, donc j'ai regardé avec Michelin combien ça me coûtait exactement de faire l'aller-retour, donc ça me coûte exactement 19 euros et quelques de faire l'aller-retour en carburant. Donc à chaque fois que je vais faire de l'intérim, la veille, ou le lendemain, n'importe, je mets 20 euros de carburant avec cette enveloppe intérim. Comme ça, en fait, j'utilise vraiment cet argent pour ce qui est utile. Donc voilà, comment ça se découpe. J'espère que ça a été clair. Je sais pas trop. Donc voilà comment je fais pour absorber les fluctuations de revenus. Je pourrais tout mettre tout le temps sur le compte joint et mettre ce qui reste en épargne, etc. Mais les mois où j'aurai pas d'intérim parce que ça correspond pas au jour où je suis dispo, ou les mois où j'aurai pas d'astreinte parce que on est plus à prendre des astreintes et que ce mois-ci j'ai pas d'astreinte, du coup comment je fais? Donc voilà. Et à la fin de l'année, je verrai combien j'ai en surplus intérim et à ce moment-là, je le mettrai en épargne. Épargne. On a une enveloppe que épargne pas, qui est pas spécifique. On a des projets en gros avec, je vous ai mis dans mon budget, donc il y a la terrasse,
refaire notre clôture. Enfin voilà, et on met dans cette enveloppe-là. Et quand on aura assez dans cette enveloppe pour faire un des projets qui nous tiennent à cœur, on l'utilisera. Donc voilà.